vous ferez faillite. » Les mots de la fille de la femme de ménage figèrent le geste du milliardaire en plein milieu de sa signature. En quelques secondes, une adolescente de 14 ans venait de dévoiler une trahison de 270 millions d'euros que personne n'avait vu venir. La pluie battait violemment contre les vitres panoramiques du gratte-ciel de la Défense, tandis que la voix du milliardaire déchirait le silence. « C'est du vol, Marc. Tu le sais aussi bien que moi. » À l'autre bout du bureau, une femme de ménage vidait silencieusement une corbeille. À côté d'elle, une adolescente était assise bien droite sur une petite chaise de service, mince discrète, presque invisible, jusqu'à ce que Philippe Delcourt pointe soudain un doigt vers elle. « Toi, qu'en penses-tu? Dois-je signer cet accord? » La jeune fille referma son livre, leva les yeux vers lui et répondit calmement « Non, monsieur. Si vous signez, vous ferez faillite. » Le silence se fit total. Ce fut l'instant où tout changea. Voici l'histoire de comment la fille d'une employée de ménage sauva un milliardaire français et révéla un mensonge de 270 millions d'euros. Dans ce bureau suspendu au-dessus de Paris, une adolescente de 14 ans tenait entre ses mains le sort d'un empire. Il lui suffisait d'attendre que le milliardaire cesse de crier pour lui dire la vérité. Le vaste bureau du dernier étage n'était troublé que par le bruit de la pluie contre les baies vitrées et par la voix de Philippe Delcourt. « C'est du vol, Marc. Tu le sais. Je le sais. » Philippe, un homme d'ordinaire, souriant, habitué au pouvoir feutré des conseils d'administration, avait le visage pâle. Il marchait de long en large sur l'épais tapis, les poings serrés. Son rival Marc Janier était confortablement installé dans un large fauteuil de cuir. Il ne semblait pas inquiet. Il avait l'air d'un homme qui venait de poser un piège parfait. « C'est du business, Philippe, » dit-il d'une voix posée. « La fusion avec Apex Tech, c'est une opération propre. Tu récupères la technologie, ils encaissent le rachat. Oui, c'est cher, mais c'est ta seule option. » « Ma seule option », répéta Philippe d'un ton éteint. Il se sentait acculé. Dans un coin de la pièce, Claire, la femme de ménage, travaillait en silence. Elle gardait la tête baissée, évitant tout bruit. Son seul rôle, être invisible. Près de la porte du personnel, sa fille Émilie, 14 ans, lisait un vieux livre d'histoire militaire relié de cuir. Son sac d'école reposait à ses pieds. Elle attendait simplement la fin du service de sa mère. Philippe s'arrêta de marcher et fixa son rival. Il sentait les murs se refermer. Tout en lui criait que cette affaire sentait le piège. Mais Marc avait raison, son groupe avait besoin de cette fusion, sinon la concurrence le dévorerait. « Mes avocats disent que tout est en ordre », dit Philippe d'une voix tendue, comme pour se rassurer lui-même. « Ils ont raison », répondit Marc en se penchant vers lui. Il posa un contrat épais sur la table basse. « La signature est prévue demain, à midi. Mette ton nom en bas, Philippe, et ce sera réglé. » Une vague d'amertume monta en lui. Il se sentit stupide prisonnier d'hommes qu'il croyait être ses amis. Son regard se posa sur la femme de ménage et sur la jeune fille à ses côtés. « C'est absurde, » lança-t-il d'un ton ironique. « Tout cela est si évident, si simple que même elle pourrait le voir. » Il désigna la jeune fille du doigt. Marc esquissa un rire bref. « Philippe, tu es fatigué. » Claire se figea le cœur battant à tout rompre. « Monsieur, s'il vous plaît, elle n'est qu'une enfant. » balbutia-t-elle. Mais Philippe n'écoutait plus. Ses yeux restaient fixés sur la jeune fille. « Toi, » ordonna-t-il, « tu lis un livre. Tu as l'air futé. Qu'en dis-tu? Dois-je signer? Dois-je acheter Apex Tech? » Claire allait saisir la main de sa fille pour fuir, mais Émilie ne bougea pas. Elle glissa calmement un marque-page entre les pages de son livre, leva les yeux vers sa mère effrayée, puis vers l'homme le plus puissant de Paris.
Ses yeux bleus étaient des calmes, pas ceux d'une enfant, mais d'une observatrice lucide. Elle jeta un regard au contrat posé sur la table, puis à Philippe Delcourt. « Non, monsieur, » dit-elle d'une voix douce mais claire. « Vous ne devriez pas signer. Si vous le faites, vous ferez faillite. » Le silence qui suivit fut absolu. La pluie frappait les vitres. Claire blêmit prête à s'évanouir. Marc Janier éclata d'un rire moqueur. « Quoi, faillite? C'est une plaisanterie? » Voilà ce qui arrive quand on laisse le personnel se croire important, virez-les. Mais Philippe Delcourt ne regardait pas la mère. Il fixait Émilie. Il avait entendu le mot faillite, et surtout la certitude dans sa voix. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'un ton bas et ferme. Émilie fit un pas en avant et désigna le contrat. « Parce que cette société Apex Tech n'est pas riche, » dit-elle simplement. « Elle a l'air riche, mais elle doit une somme énorme à 3 autres sociétés. La dette est cachée, dissimulée dans les dernières pages de leur rapport. » Le visage de Marc Janier se figea, son sourire disparut. Émilie poursuivit la voix posée. « Votre contrat dit que vous achetez l'entreprise, mais il contient aussi une clause cachée. Si la société est vendue, tous ses prêts secrets doivent être remboursés en un seul jour. » Elle leva les yeux vers Philippe. « Pas dans 10 ans, monsieur, en un jour. Dès que vous signerez leur dette, deviendra la vôtre. Ces 3 sociétés viendront frapper à votre porte et vous devrez les payer. » Philippe la fixa, faisant rapidement ses calculs, le prix de la fusion, ajouté à cette dette cachée. « Combien ?» murmura-t-il. « Environ 270 millions d'euros, » répondit Émilie. « En plus du montant déjà prévu. Ils ne vous vendent pas une entreprise, monsieur. Ils vous vendent un trou. Vous allez y tomber. Vous ferez faillite. » Marc se leva brusquement, le visage rouge. « C'est insensé. Tu écoutes une gamine. La fille d'une femme de ménage. Elle invente. » Il saisit le contrat et le tendit à Philippe. « Signe, Philippe. » « Ne sois pas stupide. » Philippe le regarda. Il vit la sueur perler sur la lèvre supérieure de son rival, la panique dans ses yeux. Puis il regarda la jeune fille de 14 ans. Elle était calme. Elle n'avait pas peur. Elle venait de le sauver. « Sécurité, » dit Philippe d'une voix glaciale. 2 agents postés près de l'ascenseur s'avancèrent. Marc esquissa un sourire croyant qu'il venait un pour la fille. « Bien qu'on la sorte d'ici. »« Raccompagnez M. Janier hors du bâtiment, » ordonna Philippe. « Il n'est plus le bienvenu ici. » La mâchoire de Marc se décrocha. « Philippe, tu n'es pas sérieux. Tu vas écouter cette personne. »« Oui, » répondit Philippe, sans détourner les yeux d'Émilie. « Maintenant pars. » Les agents saisirent Marc par les bras. Il se débattit 1 seconde, le masque du contrôle tombant en lambeaux. « Tu es fini, Philippe, entendu fini !» hurla-t-il avant que les portes de l'ascenseur ne se referment, étouffant ses mots. Le silence retomba sur le penthouse. Claire tremblait. « Monsieur Delcourt, je suis désolé. Elle ne voulait pas dire... »« C'est moi qui suis désolé, » coupa Émilie. Elle regarda sa mère avec douceur, puis se tourna vers le milliardaire. Philippe la dévisagea, un frisson lui parcourant l'échine. Ses avocats, ses conseillers, toute son équipe avaient à manquer l'évidence, et cet enfant l'avait vu. « Toi, » dit Philippe en pointant un doigt vers elle, « viens avec moi. » Il fit demi-tour et marcha vers son bureau privé sans attendre. Claire étouffa un cri. C'était la fin, elles allaient être renvoyées, ou pire. Mais Émilie ramassa simplement son vieux livre d'histoire et suivit l'homme le plus puissant de Paris dans son antre. Le bureau personnel de Philippe était plus petit en bois sombre couvert de livres. Il ferma la porte, laissant Claire pétrifiée dans le couloir. Il ne s'assit pas. Il se tourna vers la jeune fille. « Qui es-tu » demanda-t-il. Ce n'était pas une accusation,
mais une vraie question. « Je m'appelle Émilie, répondit-elle. « Ma mère, c'est Claire. »« Ne joue pas avec moi, lança Philippe, la voix dure mais sans colère. Il était perdu. Comment savais-tu cela? La dette la clause du jour unique. Mon équipe juridique a étudié le dossier 3 semaines durant. Ils affirmaient que tout était parfait. Émilie baissa les yeux vers le livre dans ses mains. C'est mon grand-père qui m'a appris. Ton grand-père, c'est un avocat. Un banquier? Non, dit-elle. Il était quartier-maître dans l'armée il y a longtemps. Un ancien combattant. Philippe fronça les sourcils. Un quartier-maître. Un sergent d'intendance. Oui, répondit Émilie. Il disait que les guerres ne se gagnent pas avec des fusils, mais avec des registres, avec la connaissance de qui possède quoi et de qui doit quoi. Elle tapota la couverture de son livre. Il m'a appris à lire un bilan. Il disait la plupart des gens regardent les gros chiffres l'argent qui entre, mais les secrets se cachent dans les petits chiffres ceux qui sortent. Philippe resta muet. Un vieux soldat disparu avait donc appris à une enfant à lire un état financier mieux que ses avocats, payés 1 000 € de l'heure. Alors, j'ai lu leur rapport, dit Émilie, comme si c'était la chose la plus simple du monde. Pendant que j'attendais maman, j'ai vu que la société Apex Tech versait chaque mois de petites sommes à 3 autres entreprises. Ça ressemblait à des intérêts. J'ai trouvé les contrats de prêt et la fameuse clause. Elle releva la tête. Ce n'était pas difficile à trouver. Il comptait simplement sur le fait que vous ne regarderiez pas. Philippe alla s'asseoir lourdement à son bureau. Il venait d'échapper de peu à la ruine. Il avait été trahi. Marc Janier ne lui avait pas apporté un mauvais accord. Il lui avait apporté une arme chargée pointée sur sa propre tempe. « Ce n'était pas une erreur, » murmura-t-il. « C'était une attaque. Je suis en guerre, Émilie, et je suis en train de la perdre. » Il leva les yeux vers la jeune fille. Elle n'était ni espionne ni menace. Elle était de façon incroyable la seule personne qui lui avait dit la vérité. Elle était contre toute attente la seule personne à lui avoir dit la vérité. « J'ai une réunion du conseil demain à midi, » dit Philippe. « C'est là que je dois signer ce contrat. C'est là que Marc Janier et ses amis m'attendront pour me voir me détruire moi-même. » Il se pencha en avant. « Je ne dois pas seulement arrêter cette opération, Émilie. Je dois comprendre pourquoi ce piège a été tendu. Marc n'est pas assez intelligent pour avoir monté cela seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. » Il pensait à voix haute, mais en réalité, il demandait de l'aide. « Tu as jusqu'à demain matin, » dit-il enfin, en désignant un petit ordinateur portable sécurisé sur le buffet. « Je veux que tu regardes à nouveau que tu utilises mon ordinateur. Découvre pour qui Marc travaille. Découvre exactement ce qu'il prépare. » Il s'interrompit. Il réalisa qu'il demandait à une enfant de mener une guerre pour lui. « Ta mère sera rémunérée pour son temps, » ajouta-t-il vite. « Et toi aussi, ce que tu voudras. » Émilie regarda l'ordinateur. Elle pensa à sa mère toujours debout, les pieds endoloris après chaque journée, et à son grand-père qui disait toujours « Quand un homme est attaqué, on l'aide. C'est la règle. »« Je ne veux pas d'argent, monsieur, » dit-elle doucement, « mais je vais vous aider. » Elle prit une inspiration. « Est-ce que ma mère peut rester avec moi et pourrait-on avoir du café? » Mon grand-père en buvait toujours quand il lisait ses registres. Philippe la contempla. Pour la première fois depuis des jours, un mince sourire sincère effleura ses lèvres. « Je vais chercher le café, » dit-il. « Toi, mets-toi au travail. » Claire se tenait raide près de la porte, les mains si serrées que ses jointures blanchissaient. Elle regarda bouleversée une assistante silencieuse, entrer avec un plateau, une cafetière d'argent fumante, 2 tasses de porcelaine et un verre de lait.
Philippe prit une tasse et poussa l'autre avec le lait vers Émilie. « Merci, monsieur, » dit la jeune fille. Elle versa un peu de café, ajouta du lait et commença à boire. Elle ne semblait pas nerveuse du tout. Elle semblait prête. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ?» chuchota Claire d'une voix étranglée par la panique. « Monsieur Delcourt est un homme très occupé. Nous devons rentrer. Nous avons déjà trop parlé. » Philippe la regarda. Son visage n'exprimait ni colère ni lassitude, mais une lueur d'espoir nouvelle. « Claire, » dit-il avec douceur, « votre fille n'a pas de problème. Elle m'aide. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il indiqua un large fauteuil de cuir. Claire le regarda comme s'il s'agissait d'un piège, puis s'assit au bord raide et crispé. Émilie était déjà installée au petit bureau, avec l'ordinateur sécurisé. Ses doigts glissaient sur le clavier. Philippe l'observait s'attendant à voir une enfant ouvrir un jeu ou un réseau social. Mais non, Émilie lança un portail sécurisé, entra les identifiants invités de Philippe et accéda directement aux bases publiques d'enregistrement d'entreprise. « La société Apex Tech », murmura-t-elle pour elle-même. « Elle est immatriculée au registre du commerce de Paris, mais ses créanciers, eux, sont à l'étranger. » « Mon équipe dit qu'ils sont intraçables », fit Philippe en se plaçant derrière elle. « Intraçables », répondit Émilie sans lever les yeux. « Ça veut juste dire que ça prend plus de temps. » Elle naviguait à travers des menus complexes, le visage éclairé par la lumière bleue de l'écran. Mon grand-père disait toujours, quand un homme cache son argent, il est prudent. Mais quand il cache sa dette, c'est qu'il a peur. « Peur de quoi ?» demanda Philippe. « Peur de quelqu'un comme lui, » répondit-elle. « Quelqu'un qui regarde les reçus. » Elle ouvrit le premier dossier Ecor Holdings, enregistré au Luxembourg. Elle détenait un tiers de la dette. Le deuxième, Orion Ventures, basé à Genève. Un autre tiers. Le troisième, Helios Group à Singapour. Le dernier tiers. « Ah, ça paraît propre, » dit Philippe en fronçant les sourcils. « Tout est réparti sans lien. » « C'est exactement ce qu'ils veulent vous faire croire, » répliqua Émilie. Elle ouvrit plusieurs fenêtres croisant les noms des directeurs des agents d'enregistrement et des banques signataires. Claire regardait le cœur battant. Elle ne comprenait rien à ce qu'elle voyait seulement que sa fille parlait de millions d'euros avec un milliardaire. C'était irréel. « Là », dit enfin Émilie en pointant l'écran. « Sur iCare Holdings, l'avocat est un certain Thomas Bishop. Pour Orion Ventures, l'agent d'enregistrement est un petit cabinet à Genève. Et pour Helios, la banque signataire est une banque privée de Singapour. Ils sont différents, nota Philippe. Non, monsieur, ils ne le sont pas. » Émilie ouvrit une autre base de données, celle des cabinets d'avocats internationaux. Elle tapa le nom Thomas Bishop. « Monsieur Bishop est associé d'un grand cabinet, » expliqua-t-elle. « Ce cabinet a 3 sièges, un à Paris, un à Genève et un à Singapour. » Philippe sentit un choc lui parcourir le corps. « Les mêmes villes, » murmura Philippe. « Oui, » répondit Émilie. « Le cabinet de Genève est l'agent d'enregistrement d'Orion, et la banque de Singapour, leur plus gros client, c'est ce même cabinet. » Elle leva les yeux vers lui. « Ces 3 sociétés ne sont pas 3 sociétés différentes. C'est une seule et même entité, une seule personne. Ils ont simplement bâti des murs entre les pièces pour faire croire à un labyrinthe, mais tout appartient à la même maison. » Philippe s'assit lentement dans le fauteuil, face à son bureau. Il sentit un froid intérieur le traverser. « Une seule personne », répéta-t-il à voix basse. « Marc Janier n'a pas ce pouvoir. Il n'est pas assez malin. »« Non, monsieur, Marc est un vendeur, » dit Émilie. « On l'a envoyé pour vous faire signer. Le vrai propriétaire, c'est celui qui détient la dette, celui qui encaissera l'argent. » « Qui »
demanda Philippe, la voix rauque. Émilie resta silencieuse un long moment, ses doigts courant sur le clavier. Elle n'était plus dans les bases publiques. Elle remontait la chaîne d'actionnariat, suivant la trace du cabinet d'avocats, la laisse invisible qui liait tout. Enfin, elle s'arrêta. Elle avait trouvé un nom. Sans un mot, elle fit pivoter l'écran vers Philippe. Il se pencha, lut, et son visage devint livide. Il resta immobile, incapable de parler. Claire, voyant sa réaction, se leva brusquement. « Monsieur, ça va? Qu'est-ce que c'est? » Philippe passa une main sur son front, puis dans ses cheveux. Le son qu'il émit n'était pas de la colère, mais de la douleur. « David, » murmura-t-il. « David Mercier. » Claire fronça les sourcils. « Monsieur Mercier, votre ami. » Elle le connaissait, il venait souvent dans l'appartement toujours courtois, toujours souriant, s'intéressant à Émilie. Il était l'ami le plus ancien de Philippe, membre du conseil d'administration, témoin à son mariage. « Ce n'est pas mon ami, » dit Philippe d'une voix creuse. Il leva les yeux emplis d'une compréhension glacée. « C'est lui qui m'a dit de faire confiance à Marc. C'est lui qui m'a convaincu que l'affaire Apex était notre seule chance. Il m'a poussé à signer. » Émilie prit alors la parole d'un ton calme méthodique. « Ce n'était pas une fusion, monsieur. C'était une exécution. Marc Janier n'était qu'une diversion. Le véritable acheteur, c'était monsieur Mercier. » Elle désigna l'écran. « Monsieur Mercier détient la dette de 270 millions d'euros. Demain, si vous signez, vous lui devrez cette somme sur le champ. » Philippe inspira difficilement. « Vous ne pourrez pas la rembourser en un jour, » continua Émilie. « L'action de votre groupe chutera. Tout le monde dira que vous êtes fini. Et alors votre ami M. Mercier viendra à vous. Il vous proposera son aide, il vous offrira de racheter votre société pour la sauver. Il la paiera presque rien, et vous accepterez soulagé. » Le visage de Philippe se décomposa. Il voyait tout. Le piège était parfait. Et une fois propriétaire, conclut Émilie, il se versera à lui-même les 270 millions qu'il est censé recevoir. Il gardera la société, il gardera l'argent. Et vous n'aurez plus rien. Il allait tout vous prendre, monsieur, tout en se faisant passer pour votre meilleur ami. Un silence terrible s'abattit. La pluie martelait les vitres. Claire avait les larmes aux yeux. C'est monstrueux, faire ça à un ami. Philippe se leva, alla vers la fenêtre et contempla la ville sombre et luisante. C'était lui qui avait bâti cet empire, et son plus vieil ami venait d'essayer de le réduire en cendres avec lui à l'intérieur. La colère monta brûlante, mais sous elle, il sentit une peur glaciale. La réunion était à midi. Dans moins de 12 heures, Marc Janier serait là. David Mercier, aussi assis à sa droite, l'air compatissant, pendant que Philippe se détruirait. Les avocats seraient présents, le conseil d'administration aussi. Il marchait vers sa propre exécution. Il se retourna. Face à lui, Claire tremblante, et Émilie, 14 ans, qui buvait tranquillement son café au lait. « Il va gagner, » dit Philippe d'une voix plate. « Je ne peux pas l'arrêter. Si je ne signe pas, mes actions s'effondrent. Si je signe, je suis ruiné. Le piège est déjà refermé. » Il la regarda. Il n'était plus un milliardaire, juste un homme. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Émilie posa sa tasse et le fixa de ses yeux calmes, ceux de son grand-père. « Mon grand-père disait qu'on ne répond jamais à une embuscade sur le terrain de l'ennemi. Vous avez raison, vous ne pouvez pas gagner à cette réunion. »« Alors je fuis » demanda Philippe. « Non » répondit-elle en se levant. « Vous n'annulez pas la réunion, vous y allez. » Elle désigna l'écran. « Monsieur Mercier a construit un labyrinthe. Il pense que vous êtes le rat. Mais il a oublié une chose. » « Laquelle ? Qu'un labyrinthe a plusieurs entrées. Il a bâti tous ses murs. Icare,
Orion Hélios, il croit qu'il le cache. Mais ce sont aussi des actifs. Ils lui appartiennent. Philippe fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Demain, Monsieur Delcourt, dit Émilie avec un petit sourire rapide et intelligent. Vous n'allez pas signer le rachat d'Apextech. Vous allez le racheter, lui. Philippe la fixa stupéfait. L'idée semblait absurde. L'acheter, dit Philippe. Acheter David Mercier. C'est impossible. Sa fortune personnelle est presque égale à la mienne. Il faudrait des mois. J'ai 12 heures. Vous n'achetez pas David Mercier, monsieur, répondit Émilie d'un ton patient, comme une institutrice expliquant un problème simple. Vous achetez Aker Holdings. Elle montra l'écran de l'ordinateur vers la première des 3 sociétés écrans. Celle-ci, dit-elle, celle au Luxembourg, c'est la plus petite. Philippe était encore perdu. Émilie, ce n'était qu'un nom sur du papier. C'est une boîte. Ça ne vaut rien. Pourquoi achèterais-je une boîte vide? Parce que le piège de M. Mercier est très compliqué, expliqua Émilie. Et les choses compliquées se brisent facilement. Elle prit une inspiration pour simplifier son raisonnement. Mon grand-père disait « N'utilise jamais ton argent si tu peux utiliser celui des autres. » Monsieur Mercier fait exactement cela. Il n'a pas 270 millions d'euros en liquide. Il les a empruntés en utilisant Icar Orion et Hélios. Il a monté un montage avec ses propres banques. Philippe se pencha. Continue. Son montage est comme le vôtre, expliqua Émilie. Dans son contrat de prêt, il y a une clause secrète. Je l'ai trouvée. Ces banques ont accepté de lui prêter 270 millions d'euros, mais à la condition qu'il garde ces 3 sociétés complètement séparées. Si quelque chose change même la vente d'une seule de ces sociétés, les banques peuvent paniquer et demander le remboursement immédiat de la totalité. Un petit éclair dangereux apparut dans les yeux de Philippe. « C'est une maison de cartes », murmura-t-il. « Il a construit une maison de cartes et il attend que je souffle dessus. » « Exactement, » dit Émilie. « Mais vous n'allez pas souffler, vous allez juste retirer une carte à la base. Vous allez acheter Icor. »« Que se passe-t-il alors ?» demanda Philippe. « Dès que vous achèterez Icor, vous en deviendrez le propriétaire. » Les banques de Monsieur Mercier verront que son édifice est fissuré. Elles l'appelleront. Elles exigeront les 270 millions d'euros la totalité. L'esprit de Philippe s'emballa en voyant la logique terrible et magnifique de la chose. « Il n'aura pas l'argent, dit-il, un rictus sombre aux lèvres. Il ne pourra pas le payer, tout est immobilisé, il attend que je tombe dans son piège. Ce sera lui le ruiné. » « Il fera faillite, » reprit Émilie, reprenant son mot d'avant. Le silence dans la pièce devint électrique. Claire, au bord de sa chaise, regardait tour à tour le milliardaire et sa fille. Elle comprit enfin, il ne s'agissait pas d'un discours, c'était une guerre. L'énergie de Philippe changea l'homme fatigué et vaincu, disparut le prédateur revint. « Icar est une coquille privée, dit-il. Il ne me la vendra pas. Pas d'ici midi. Il n'a pas à le faire. »« Si, » répondit Émilie, en montrant une petite ligne du grand livre d'Icar. « Ce n'est pas qu'une coquille. Pour obtenir le prêt bancaire, il a dû la rendre crédible. Aker Holdings possède 1% d'une petite société maritime panaméenne cotée en bourse. Cette société est réelle et se négocie sur le marché public. » Elle leva les yeux. « Vous n'avez pas à acheter Icar à M. Mercier. Il suffit d'acheter cette société maritime. Vous achetez l'actif, vous possédez la coquille. » C'était brillant, une faille dans la faille. Philippe Delcourt se précipita vers son téléphone privé et en frappa la ligne. Sa voix n'était plus un murmure, mais un rugissement. « Allô, Alan. Peu importe l'heure à Hong Kong, passe-moi Alan maintenant. » Claire sursauta. Philippe couvrit un instant le combiné et regarda Émilie. « Alan est mon courtier. Que dois-je lui dire? »
Dites-lui d'acheter 51% de Panama Trade Logistics, répondit Emily en lisant le nom sur l'écran. Qu'il le fasse discrètement et que l'opération soit bouclée pour 11h45. Qu'il achète d'abord par petites tranches, puis la dernière portion d'un coup, juste avant la clôture du marché, avant le déjeuner. Philippe hocha la tête et transmit les instructions en ordre sec et précis. Alan, écoute-moi. Peu importe le coût. Liquide le portefeuille Wilson. Oui, tout. Je veux que tu achètes une participation de contrôle dans une société qui s'appelle, comment? Panama Trade Logistics. Il abattit le téléphone. Puis il tapa un autre numéro. Londres Sarah maintenant. Il se tourna vers Émilie, ma conseillère internationale, que faut-il faire ensuite? Dès que l'achat est confirmé, elle doit déposer immédiatement une déclaration de changement de propriétaire, dit Émilie calmement dictant les noms des banques en Suisse à Singapour et au Luxembourg les banques de M. Mercier. Le préavis doit partir à 11h50, précisa-t-elle. Philippe donna les ordres. Pendant 10 minutes, il fut un général sur son champ de bataille, déplaçant ses troupes banquiers avocats holdings. Sa voix emplissait l'étude, claire, puissante et sans pitié. Il déplaçait des millions d'euros d'un seul mot. Il mettait en jeu chaque centime de sa trésorerie sur la parole d'une fille de 14 ans. Claire l'observait. Depuis 5 ans qu'elle nettoyait l'appartement de cet homme, elle ne l'avait toujours connu que poli, distant parfois triste. À présent, elle découvrait le bâtisseur d'empire. Et c'était terrifiant. Enfin, Philippe raccrocha le dernier appel. Le silence revint. Il était 4 heures du matin. La pluie avait cessé. Philippe s'affaissa dans son fauteuil, c'était fait. Les ordres étaient donnés. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à attendre. Il regarda Émilie qui terminait tranquillement son verre de lait. « Toi, dit-il d'une voix rauque de fatigue, tu n'es pas une enfant. Hein, si monsieur, répondit-elle avec un léger sourire. Je suis juste douée en mathématiques. Et mon grand-père m'a toujours dit de lire les petites lignes. Philippe eut un bref rire sec. Ton grand-père, j'aurais aimé le rencontrer. C'était un homme bien, dit Émilie doucement. Il a reçu la médaille du mérite. Il avait découvert une fraude de 6 millions à sa base d'approvisionnement. On a dit qu'il avait sauvé tout le régiment. C'était un héros, dit Philippe. Non, corrigea Émilie avec tendresse. C'était un quartier-maître. Il comptait juste les caisses. Philippe hocha la tête lentement. Un héros quand même. Il se tourna vers Claire, toujours assise, raide au bord du fauteuil. Claire, vous pouvez rentrer si vous le souhaitez. Mon chauffeur vous ramènera. Vous et Émilie serez en sécurité. Claire regarda sa fille, puis le milliardaire. Monsieur, balbutia-t-elle, que va-t-il se passer à la réunion? David Mercier entrera pensant venir à mes funérailles, répondit Philippe, les yeux durs comme l'acier. En réalité, il entrera aux siennes. Claire frissonna. Je voudrais rester, monsieur, dit Émilie. Si vous permettez, je veux voir. Philippe la fixa. Il voyait son intelligence, son calme, mais aussi cette force tranquille dans sa colonne vertébrale, la même que la sienne. Non, dit-il. Claire laissa échapper un soupir de soulagement. Vous ne restez pas ici, reprit Philippe. Vous venez avec moi. Le soulagement de Claire se transforma en panique. Monsieur, non, je vous en prie, c'est une enfant, ce n'est pas sa place, c'est dangereux. Claire, votre fille vient de sauver cette entreprise, dit Philippe d'un ton ferme. Elle vient de me sauver. C'est la seule personne en qui j'ai confiance ici. Marc Janier sera là. David Mercier aussi. Je veux qu'il la voie. Je veux qu'il voie celle qui les a dépassés. Il se leva et redressa sa cravate. Il était épuisé, mais son port était celui d'un chef.
Vous viendrez aussi, Claire. Vous serez au premier rang. Vous verrez votre fille travailler. Travailler, souffla Claire. Mais je suis femme de ménage. Philippe sourit. C'était le premier vrai sourire de chaleur de toute la nuit. Plus maintenant. À partir de ce matin, vous êtes ma nouvelle assistante exécutive. Et Émilie. Émilie est ma nouvelle conseillère financière principale. Il regarda la jeune fille de 14 ans. Si bien sûr tu acceptes. Émilie se leva, redressa sa chemise simple, mimant son maintien. J'accepte, monsieur, dit-elle. À une condition. Laquelle? Demanda Philippe intrigué. Que ma mère ait une voiture de fonction. Ses pièces lui font mal. Philippe la fixa une seconde, puis éclata d'un rire franc et sonore qui résonna dans le penthouse. « Marché conclu », s'exclama-t-il. Il regarda l'horloge, 6 heures du matin. Le soleil commençait à se lever, colorant le ciel de gris et de violet. « Nous avons 5 heures avant la réunion, dit-il. Je propose qu'on prenne un petit déjeuner. Et toi, Émilie, j'ai encore quelques questions à te poser sur mes bilans. » Les 5 heures suivantes passèrent dans un calme étrange. L'appartement d'ordinaire, animé par le va-et-vient du personnel, restait immobile. Philippe avait donné congé à presque tout le monde, ne gardant que son chef de sécurité et son cuisinier privé. Ils prirent un petit déjeuner simple œuf bacon pain grillé. Claire ne pouvait rien avaler l'estomac noué, assise à cette table somptueuse qu'elle avait lustrée la veille et dont elle était maintenant l'invitée. Tout lui semblait irréel dangereux. Philippe mangeait sans y penser, l'esprit ailleurs surveillant son téléphone sécurisé qui restait muet. Seule Émilie mangeait comme si de rien n'était, buvant son jus d'orange avec un calme presque dérangeant. Après le repas, l'assistante personnelle de Philippe, une femme vive d'une 50aine d'années, arriva en urgence. « Claire, » dit Philippe, « voici Maria. Elle va vous trouver quelque chose d'approprié à porter. » Approprié, monsieur. Pourquoi faire? Pour la salle du conseil, répondit Philippe. Le sang de Claire se glaça. Monsieur, non, je ne peux pas. Je vous en supplie, je suis femme de ménage. Je ne peux pas entrer là-dedans. Philippe la regarda. Son visage restait bienveillant, mais sa voix ne souffrait aucune discussion. Vous êtes mon assistante, Claire. Vous serez là. Émilie sera là. Et tout se terminera aujourd'hui, dans cette salle. 1 heure plus tard, Claire était méconnaissable. Maria lui avait prêté une robe bleu marine, simple et élégante, avec de petits talons pratiques. Ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné. Elle ne ressemblait plus à une femme de ménage, mais à une professionnelle, seulement une professionnelle terrifiée. Émilie, elle était restée dans ses vêtements d'école. Elle avait refusé de se changer. Assise sur un canapé, elle ne lisait plus son livre d'histoire, mais le rapport annuel de l'entreprise de Philippe. Elle tournait les pages lentement, le front plissé de concentration. Philippe, dans son bureau, passait des appels brefs et discrets, confirmant les derniers détails. Enfin, à 11h30, il posa le téléphone, se leva et ajusta la veste de son costume gris anthracite. Il regarda Émilie, puis Claire. « Il est temps, » dit-il. Le 80e étage était celui de la direction. Au bout d'un long couloir silencieux au sol de marbre se trouvait la salle du conseil. Quand les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent, Philippe Delcourt en sortit accompagné. À sa droite, Claire, sa femme de ménage, devenue son assistante, vêtue comme une cadre. À sa gauche, Émilie, 14 ans, en chemise simple, tenant le rapport financier. Les réceptionnistes, les vice-présidents et les assistants qui passaient s'arrêtèrent net. Tous les regardaient stupéfaits. Des murmures éclatèrent. « C'est Claire, la femme de ménage. Et cette gamine, c'est qui? » Philippe les ignora, le visage fermé comme la pierre. Claire baissa les yeux, les joues en feu.
Émilie, impassible, fixait droit devant elle. Ils atteignirent les grandes portes en chêne de la salle du conseil. Philippe les poussa et entra. Le silence tomba aussitôt. Une longue table en bois sombre occupait la pièce. Autour, les 12 membres du conseil d'administration, les plus puissants de la société. Au fond, assis avec un sourire satisfait, se trouvait Marc Janier, le contrat Apex étalé devant lui. À la droite de Philippe, sur la chaise réservée à son plus proche associé, siégeait David Mercier. « Philippe, mon ami », lança David avec une chaleur feinte. Dieu merci, on commençait à s'inquiéter. Sa voix s'éteignit quand il vit Claire, puis Émilie. Son sourire vacilla. De la confusion passa à l'agacement sur son visage. « Philippe, dit-il d'un ton sec, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plaisanterie. »« Elles sont avec moi, » répondit Philippe d'une voix plate. Il tira la chaise en tête de table pour lui-même, puis à la stupeur générale, en déplaça 2 autres depuis le mur, et les plaça juste derrière lui, une pour Claire, une pour Émilie. « Philippe !» protesta une femme sévère du conseil Hélène. « C'est une réunion à huis clos. Nous parlons de milliards d'euros. Vous ne pouvez pas faire entrer votre personnel et encore moins une enfant. »« Je peux, » dit Philippe calmement. « Et je le ferai. Commençons. » Il s'assit. Claire et Émilie prirent place derrière lui. Claire avait l'air de vouloir disparaître, tandis qu'Émilie ouvrait simplement le rapport et le posa sur ses genoux. David Mercier la fixait les yeux froids. Il l'avait vue autrefois dans le penthouse attendant sa mère. Il la revoyait maintenant à quelques mètres de lui, dans la salle du pouvoir. Il reporta son attention sur Philippe, affichant un air de sollicitude professionnelle. « Philippe, mon ami, tu subis beaucoup de pression. C'est imprévisible tout cela. Peut-être devrions-nous reporter ce vote? »« Non, David, » répondit Philippe. « Nous ne reporterons rien. » Marc Janier éclata d'un rire nerveux. « Allons, terminons-en. » Il fit glisser le contrat épais vers Philippe. « La page de signature, Philippe. Il est temps de sauver ton entreprise. » Philippe Delcourt fixa le document, puis leva les yeux vers l'horloge murale. 11h42. Il prit le contrat, observa la première page. Le silence était total. Tous le regardaient. « Philippe, » souffla David d'une voix douce. « Signe, nous sommes tous là pour toi. » Philippe ne répondit pas. Il tourna lentement une page. 11h43. Une autre page. 11h44. « Un problème, Philippe ?» demanda Marc avec un sourire crispé. « C'est simple, acheter ou mourir. » Philippe leva les yeux. Il ne regarda pas Marc, mais son vieil ami David. « C'est une grande décision, Marc, » dit-il d'un ton calme. « Je veux juste m'assurer d'avoir bien lu toutes les petites lignes. » L'horloge marqua 11h45. Son téléphone privé vibra une fois silencieusement sur la table. Un message Allen s'est fait. Le piège venait de se refermer. L'achat était finalisé. Philippe Delcourt était désormais le propriétaire d'Ecar Holdings. Son visage resta impassible. 11h46. 11h47. 11h48. 11h49. Il attendait. Il fallait que la dernière pièce s'enclenche, l'envoi des notifications de Sarah. À 11h50, précise, le téléphone vibra à nouveau. Sarah, notification envoyée. Les banques sont informées. Philippe posa calmement le contrat. Il ne prit pas le stylo. Son regard balaya la table, croisant celui de chaque membre du conseil. « Merci à tous d'être venus, » dit Philippe, et sa voix avait changé. La fatigue avait disparu. Il ne restait qu'une froide lucidité, une autorité tranchante. « L'accord Apex est mort, » annonça-t-il. La salle resta figée. Marc Janier bondit de sa chaise. « Quoi? C'est impossible. Le marché ouvre à midi.
Tes actions vont s'effondrer, tu seras ruiné. Oui, répondit Philippe calmement. Je le serais, si je signais. Il repoussa le contrat. Mais je ne le signerai pas. Philippe, qu'est-ce que tu fais? S'écria David Mercier, se levant brusquement, jouant à la perfection la panique. C'est du suicide. Le conseil doit l'empêcher, il n'est pas dans son état normal. Assieds-toi, David, dit Philippe. Ce n'était pas une demande. David se figea, il n'avait jamais entendu ce ton-là chez lui. Je ne signe pas l'accord Apex, déclara Philippe à la salle. Parce que j'en ai trouvé un meilleur, beaucoup plus rentable. Il tourna les yeux vers Marc. Toi, Marc, tu n'es qu'un vendeur de façade. Tu peux partir. Tu es fou, cria Marc. Sécurité, dit Philippe. Les portes en chaîne s'ouvrirent. 2 agents entrèrent. Monsieur Janier est en infraction. Faites-le sortir. Le visage de Marc pâlit. Tu ne peux pas faire ça, Delcourt, tu es fini. Les gardes le prirent par les bras et le traînèrent hors de la salle, malgré ses protestations. Le conseil était en ébullition. Philippe, tu as perdu la tête. Qu'est-ce que cela signifie? Silence. La voix de Philippe claqua comme un fouet. Le calme revint aussitôt. Il fixa son vieil ami. Le vrai problème, dit-il, ce n'est pas l'accord Apex. C'est la dette cachée de 270 millions d'euros à haut risque utilisée pour me piéger. Le visage de David devint livide, non pas rouge de colère, mais blanc de peur. Il fixait Philippe sans comprendre comment pouvait-il savoir. « Je crois que tu connais bien cette dette, n'est-ce pas ?» « David, demanda Philippe. David essaya de rire, un son sec et étranglé. « Dette, Philippe, tu divagues. Tu as besoin d'un médecin. »« J'en ai un, » répondit Philippe en désignant d'un geste son épaule. « Ma nouvelle conseillère financière, elle excelle à détecter les maladies. » David regarda enfin, vraiment regarda la jeune fille de 14 ans, assise derrière Philippe. Émilie soutint son regard. Ses yeux étaient de calme limpide. À cet instant, David comprit qu'il était démasqué. Mais il se crut encore en sécurité, caché derrière ses sociétés écrans. « Tu ne peux rien prouver », siffla-t-il, son masque d'amitié tombé. « Je n'ai pas besoin de le prouver », répondit Philippe. « Depuis 11h45, je suis le nouveau propriétaire d'Ecor Holdings. » Le sang quitta le visage de David. Il chancela s'agrippant à la table. « Quoi ?» murmura-t-il. « Je l'ai acheté, » dit Philippe savourant chaque mot. « J'ai acheté ta petite société maritime du Panama et avec elle ta coquille vide. Ce faisant, j'ai brisé les clauses de ton prêt. » Le téléphone de David posé sur la table se mit à vibrer frénétiquement. Il regarda l'écran son banquier privé à Genève. Il ignora l'appel. Il sonna de nouveau Singapour cette fois. David respirait fort. « Tu devrais répondre, David, » dit Philippe d'une voix glaciale. « Ils veulent récupérer leurs 270 millions. L'échéance, si je ne me trompe pas, c'est maintenant. » David le fixa la haine pure dans les yeux. « Toi, » balbutia-t-il. « Non, David, » répondit Philippe en se levant et posant une main sur l'épaule d'Émilie. « C'est elle. » Toute la salle se tourna vers la fillette blonde. Émilie soutint simplement le regard de David sans un mot. Le téléphone sonna une 3e fois. Cette fois, c'était la Banque du Luxembourg. David était fini, pris dans son propre piège. Il poussa un cri rauque, presque animal, puis s'enfuit en courant, abandonnant son téléphone qui continuait de sonner sur la table. Un silence absolu tomba. Les membres du conseil regardèrent Philippe, puis Émilie, puis les chaises vides des 2 hommes. Philippe Delcourt se tourna vers son assistante. « Claire, » dit-il. « Oui, monsieur, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Demandez à tout le monde de sortir. La séance est levée. » Claire obéit.
Elle alla ouvrir les lourdes portes de chêne. Les cadres massés dans le couloir la dévisagèrent tiers encore. Elle nettoyait leurs tasses. Aujourd'hui, elle leur tenait la porte. « Monsieur Delcourt vous prie de libérer l'étage. La réunion est terminée. » Ils la fixèrent un instant, puis un à un se dirigèrent vers les ascenseurs confus, vaincus terrifiés. Ils venaient d'assister à une exécution financière, sans comprendre s'ils en seraient les prochaines victimes. Claire referma les portes. Le déclic de la serrure résonna dans la salle vide. Philippe Delcourt laissa échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis 24 heures. Il s'effondra sur son siège en bout de table. L'adrénaline s'était dissipée, laissant place à une épuisante lucidité. Il leva les yeux vers les deux personnes encore présentes dans la pièce. Claire se tenait près de la porte, tordant ses mains, l'air d'attendre une réprimande. Émilie, elle rangeait calmement le rapport annuel de l'entreprise dans son sac d'école avant de le refermer. « Émilie, » dit Philippe, d'une voix plus douce. Elle leva les yeux. « Oui, monsieur. Pourquoi m'as-tu aidé? Quand je t'ai parlé si mal, quand j'ai été impoli, pourquoi n'es-tu pas restée silencieuse? » Émilie réfléchit un instant, regarda sa mère puis le milliardaire. « Parce qu'il mentait, » répondit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Beaucoup de gens mentent, Émilie, » dit Philippe avec un sourire triste. « C'est le monde des affaires. »« Mon grand-père disait que ce n'est pas des affaires, » répondit-elle fermement. « C'est du vol. Et il disait qu'il faut arrêter un voleur quand on en voit un, sinon on devient complice. » Elle marqua une pause. Et puis, vous aviez l'air en difficulté. Philippe la fixa. Cet enfant de 14 ans avait une boussole morale plus solide que tout son conseil d'administration, une boussole héritée d'un simple sergent d'intendance disparu depuis longtemps. Il se tourna vers Claire. Elle sursauta. « Oui, monsieur, je suis désolée pour tout ça, » balbutia-t-elle. « Claire, » dit Philippe d'un ton doux mais ferme. Arrêtez de vous excuser. » Elle se figea. L'offre d'emploi que je vous ai faite ce matin n'était pas une plaisanterie, ni une récompense provisoire. Il marqua une pause. Je suis un homme avec peu d'amis. Depuis aujourd'hui, j'en ai un de moins. La douleur de la trahison de David passa dans son regard. Je suis entouré de gens qui me disent ce que je veux entendre. Mes avocats, mon conseil, tous ont laissé passer ça. Ils m'auraient laissé tomber dans le vide. Il s'approcha d'elle et la regarda droit dans les yeux. J'ai besoin de gens qui me disent la vérité. J'ai besoin de gens en qui je peux avoir confiance. J'ai confiance en vous, Claire, et en votre fille. Il montra la chaise à côté de lui. Votre travail d'assistante exécutive commence maintenant. Votre salaire sera triplé. Votre première tâche est de vous asseoir. Claire regarda la chaise, puis son visage. Elle vit qu'il était sérieux. Tremblante, elle s'assit à la grande table du conseil. Philippe tourna alors son regard vers Émilie. « Et toi, Émilie, ton poste de conseillère financière principale est également réel. » « Monsieur, » murmura Claire, horrifiée. « Elle a l'école. »« Elle peut faire les deux, » répondit Philippe. « Je n'ai pas besoin qu'elle soit ici chaque jour. J'ai besoin qu'elle observe, qu'elle lise les petites lignes. » Il se plaça de nouveau en bout de table. « Ce rapport, » dit-il en désignant son sac. « Le rapport de mon entreprise. Tu le lisais ce matin. Qu'as-tu vu? » Je n'ai regardé que le début, hésita Émilie. « Dis-moi, » ordonna Philippe. Émilie sortit le volumineux rapport relié, l'ouvrit à une page remplie de graphiques et de chiffres. « Ici, monsieur, » dit-elle. « Vous dépensez 40 millions d'euros par an pour un groupe appelé Propriété Héritage, 3 usines désaffectées à Lyon. Vous ne les utilisez plus depuis 6 ans, mais vous payez encore le chauffage, les assurances et les impôts.
Beaucoup d'impôts. Philippe fronça les sourcils. Il connaissait ces biens de vieilles affaires, disait-il. On les vendra un jour. Vous payez un certain M. Walter 1 million d'euros par an pour les gérer, continua Émilie. Mais M. Walter est aussi le beau-frère de votre directeur des opérations. Et l'entreprise de chauffage qu'il emploie appartient à sa femme. Philippe resta parfaitement immobile. Ce n'était pas une trahison juste de la corruption ordinaire, la lente pourriture des grandes structures où l'on vole par habitude. C'est du gaspillage, dit Émilie. Mon grand-père disait que le gaspillage, c'est juste une autre forme de dette. Vous perdez près de 5 millions d'euros par an avec ces bâtiments vides. Vous devriez les vendre et renvoyer M. Walter. Philippe baissa les yeux sur la page. En 1 heure de lecture, elle venait de lui faire économiser 5 millions. La fille d'un simple quartier-maître qui comptait les rations. Philippe Delcourt ressentit une émotion étrange, ni colère, ni peur du soulagement. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus seul. Il attrapa son téléphone privé. « Passez-moi le directeur des ressources humaines », ordonna-t-il, puis le service juridique. Pendant 1 heure, Claire et Émilie restèrent assises écoutant. Philippe, le rapport d'Émilie ouvert devant lui, commença à nettoyer sa maison. Poli précis, impitoyable. Il dicta des notes, licencia des cadres, ordonna la vente immédiate des propriétés de Lyon. Il reprenait le contrôle euro par euro. Claire le regardait, la peur cédant peu à peu la place à l'admiration. Émilie écoutait intervenant parfois pour désigner une ligne du rapport quand il lui posait une question. Enfin, Philippe raccrocha le téléphone. Le silence revint. Le soleil de midi filtrait par les vitres, éclairant la poussière suspendue dans l'air. « Voilà, » dit Philippe, « la meilleure journée de travail que j'ai faite depuis 10 ans. » Il regarda Émilie. « Merci, conseillère. » Émilie rougit. « De rien, monsieur. » Il passa ensuite un dernier appel à sa banque personnelle. « Oui, je souhaite ouvrir un nouveau fonds fiduciaire. Les bénéficiaires seront Claire, mon assistante, et sa fille Émilie. Je veux y déposer 5 millions d'euros. Oui, aujourd'hui. Et faites livrer une voiture à mon immeuble. Une Mercedes neuve pour Claire. Merci. » Il raccrocha. Claire était pâle. « Monsieur, 5 millions. Une Mercedes. Je ne peux pas accepter. C'est trop. » Philippe secoua la tête. « Claire, savez-vous ce que David Mercier a essayé de me voler aujourd'hui? Toute mon entreprise, le travail de ma vie, et il y serait parvenu. Il aurait tout pris. » Il regarda Émilie. « Quel est le prix de cela? » « Le prix d'avoir sauvé un homme de la ruine. » « Ce n'est pas 5 millions, ce n'est qu'un bonus. Le véritable prix, c'est la loyauté, et vous l'avez gagné. » Il se leva, ouvrit la porte. « Maintenant, » dit-il avec un sourire discret, « il me semble que c'est l'heure du déjeuner, et je suis certain qu'Émilie a des devoirs à faire. » Claire se leva ses jambes plus solides qu'avant. Émilie remit son sac sur son épaule. Tous trois sortirent ensemble de la salle du conseil. Dans le grand hall, les murmures reprirent, mais cette fois, ils étaient différents. Les employés et les cadres observaient Philippe Delcourt marcher vers l'ascenseur privé. Il n'était pas accompagné d'un rival ni de son conseil d'administration, mais de sa nouvelle assistante exécutive et d'une fille de 14 ans aux cheveux blonds qui venait de les sauver tous. Il ne ressemblait pas à un milliardaire et à son personnel. Il ressemblait à une équipe. Philippe appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se refermèrent lentement. Il regarda Émilie qui suivait des yeux les chiffres de l'ascenseur. Il comprit que son entreprise était à nouveau en sécurité, que ses finances étaient enfin entre des mains honnêtes. Il avait été trahi par son plus vieil ami et sauvé par la fille de sa femme de ménage. Parfois, la plus grande force d'un homme n'est ni sa richesse, ni son titre,
mais sa capacité à voir la vérité quand tout le monde est aveugle et à reconnaître un héros là où personne ne le cherche. 6 semaines plus tard, le bureau du dernier étage était calme. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues bandes dorées sur le sol poli. L'agitation orageuse de cette nuit terrible n'était plus qu'un souvenir. La pluie avait disparu. Philippe Delcourt était assis à son bureau, lisant en silence. Devant lui se trouvait une proposition pour un nouveau centre de recherche et développement, un investissement de 9 chiffres audacieux tourné vers l'avenir. Son nouveau conseil en était enthousiaste. La porte de son bureau émit un léger signal. « Entrez », dit-il. Claire entra tenant une tablette numérique. Sa robe bleu marine était impeccable. L'expression anxieuse qu'elle portait autrefois avait disparu. Elle se déplaçait avec une assurance calme et professionnelle. Elle n'était plus une ombre. « Monsieur », dit-elle d'une voix posée, « votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. » Philippe sourit. « Faites-la entrer, Claire. Merci. » Elle hocha la tête et se retira. Un instant plus tard, Émilie entra. Elle avait toujours 14 ans. Ses cheveux blonds, attachés simplement son sac d'école sur l'épaule, mais aussi un fin dossier en cuir à la main. « Monsieur Delcourt », dit-elle en s'asseyant en face de lui. Claire posa un verre d'eau pour elle, puis s'installa avec sa tablette prête à noter. « Merci d'être venue, Émilie », dit Philippe en désignant le dossier sur la table. « L'acquisition technologique. Tu as lu le dossier? » Ce n'était pas une question. « Oui, monsieur », répondit-elle. « L'entreprise est excellente, sa technologie solide, le prix est juste. Mais… » Philippe s'était habitué à guetter ses pauses. « Mais… » L'accord comprend le terrain prévu pour le nouveau laboratoire. Elle sortit une feuille d'une carte. Ils veulent que vous construisiez le laboratoire sur un site qu'ils possèdent près des anciens triages ferroviaires. C'est bien placé, dit Philippe. Central. Mauvais emplacement, monsieur, répondit-elle simplement. Elle montra la carte du doigt. J'ai vérifié les dossiers d'urbanisme. C'est public, mais caché dans les notes d'une réunion d'il y a 3 mois. La ville a approuvé la construction d'une autoroute à 6 voies ici. Son doigt tapota le bord du terrain. Il y aura du bruit, un air pollué, et les travaux perturberont le site pendant 2 ans. Vos chercheurs ne seront pas heureux. Philippe se pencha les yeux brillants. Son équipe, la meilleure qu'il ait jamais eue, avait manqué cela. Mon grand-père disait toujours « Ce n'est pas seulement ce que tu achètes, c'est où tu le mets. » Elle désigna un autre endroit sur la carte, de l'autre côté du fleuve, un terrain vide. Celui-ci appartient à la ville. Il est en vente pour la moitié du prix, et la municipalité construit ici un nouveau parc. Elle toucha un carré vert sur la carte. « Ici, dit-elle, ce sera calme. Vos équipes pourront réfléchir. Vous devriez acheter l'entreprise, monsieur, mais pas leur terrain. Vous devriez construire ici. » Philippe Delcourt contempla la carte. C'était simple. C'était brillant. Ce n'était pas un piège à 300 millions, juste une décision intelligente à 5 millions. Il se dit que c'était ainsi que se bâtissent vraiment les empires, non pas en un grand combat spectaculaire, mais en 1000 petites décisions judicieuses. Il regarda Claire qui esquissait un sourire discret et fier. Puis il reporta son attention sur Émilie et la zone de l'autoroute. « Quand la ville a-t-elle approuvé ce projet ?» demanda-t-il. « Il y a 3 mois, répondit Émilie. Les vendeurs le savaient sûrement quand ils vous ont fait leur offre. Ils essayaient de vous vendre un mauvais terrain avant que l'information devienne publique. » Philippe acquiesça lentement. Le monde était toujours plein de menteurs. La différence, c'est qu'à présent, il avait quelqu'un qui savait lire les petites lignes. « Merci, Émilie, » dit-il avec un véritable respect. « Tu viens de nous épargner un très coûteux mal de tête. »
Il referma le dossier. Claire, appelez notre service immobilier. Dites-leur que nous changeons d'emplacement et envoyez un message aux vendeurs, nous achetons la société, mais leur terrain est refusé. Réduisez l'offre de 10 millions pour leur malhonnêteté. Oui, monsieur, répondit Claire, les doigts courant sur sa tablette. Émilie rangea son dossier dans son sac. Tu pars déjà? Demanda Philippe. J'ai un contrôle d'histoire demain, monsieur, sur le théâtre européen. Il faut que je révise. Ah, fit Philippe en se levant pendant qu'elle se mettait debout. Bien sûr, sur quel sujet? La logistique surtout, répondit Émilie en fermant son sac. Comment la guerre a été gagnée, pas seulement par les soldats, mais par les lignes de ravitaillement, ceux qui comptaient les balles, la nourriture et le carburant. Philippe Delcourt sourit un vrai sourire profond. Je suis certain que tu réussiras très bien, Émilie. Merci, monsieur. Au revoir, maman. À ce soir, ma chérie, dit Claire en l'accompagnant jusqu'à la porte. Philippe resta seul dans son bureau. Il s'approcha de la grande baie vitrée et contempla la ville en contrebas. C'était sa ville, et elle était en sécurité. Son entreprise sauvée de la ruine était désormais plus forte et plus saine que jamais. La faillite spectaculaire et autodestructrice de David Mercier avait fait la une des journaux financiers pendant une semaine. Il avait tout perdu anéanti par sa propre avidité. Les actions de Philippe, après une brève chute, avaient grimpé à un niveau record lorsque la presse révéla l'existence de sa nouvelle équipe de conseillers internes. Le marché adore un dirigeant capable de faire le ménage. Il avait perdu son plus vieil ami, mais gagné quelque chose de bien plus précieux, la clarté. Toute sa vie, il avait cherché le génie dans les salles de conseil, les cabinets d'avocats prestigieux, les diplômes coûteux. Il cherchait des héros au mauvais endroit. Il avait été aveugle. Il avait compris que les plus grands atouts d'une entreprise ne sont ni ses immeubles, ni ses comptes bancaires, mais ces gens discrets, souvent ignorés qui voient la vérité et osent la dire, ceux qui, quand tout s'effondre, vous disent ce que vous devez entendre, même dans un monde bâti sur les mensonges. Il avait trouvé son héroïne, non pas en armure, mais en écolière avec un sac à dos. Et il savait que cette leçon valait bien plus que 300 millions de dollars. Et c'est ainsi que nous terminerons l'histoire pour aujourd'hui. Chaque fois que je partage l'une d'elles, j'espère qu'elle vous offre un moment d'évasion, un souffle hors du quotidien. Dites-moi que faisiez-vous en l'écoutant? Vous détendre après le travail, conduire tard dans la nuit ou simplement souffler un peu. Écrivez-le en commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez qu'on se retrouve pour la prochaine, un simple like ou un abonnement fait une grande différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos histoires, alors n'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.